responsabilité. Mohamed Camara, déjà, dans ce studio, merci. Vous êtes tous compris par rapport à ce sujet. On va se tourner vers notre invité pour échanger avec lui sur la loi de finances rectificative qui a été donc présentée hier, 14 septembre 2022, avec nous dans ce studio et sur ce plateau. Monsieur Camara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir Ndoye, bonsoir à toute l'équipe de On refait le monde. Alors, première question avec Lamine Mounima Sissé. Alors, la loi de finances rectificative a été présentée hier à l'Assemblée nationale avec... Au CNT, oui, l'Assemblée nationale de la transition. Oui. Le CNT fait office. Hein. D'accord, l'Assemblée de la transition. Oui. L'Assemblée nationale de la transition. CNT. Oui. Pour être... en harmonie. Ouais, non, pas en harmonie, mais plutôt pour satisfaire... non, c'est ça la réalité. D'accord. Alors, et avec des modifications majeures, et la principale, c'est que les recettes ont été revues à la baisse et même les dépenses de l'État. Expliquez-nous comment cela peut-il arriver. Donc, je vous remercie de l'invitation, mais juste un mot. J'ai suivi avec intérêt le débat sur l'actualité concernant la caisse. Le paiement effectué par la Caisse nationale pour une communication de l'État. Alors, je dis d'emblée que c'est un acte anormal de gestion, au sens de l'article 050 de la loi 056, parce que quand on prend la Caisse, c'est un organisme public autonome. Il est régi par un conseil d'administration. Seul le conseil d'administration peut donner injonction au directeur général de faire une dépense, à moins qu'elle ait été prévue dans le budget initialement. Pour ce qui est du président du Conseil national de la transition, il n'a pas à donner injonction à une régie financière. Ce sont des pratiques qu'on a dénoncées sur Alpha Condé. Ils ont des comptes spéciaux pour ça. Et qu'on avait promis de combattre. Mais bien sûr, ils ont des comptes spéciaux. Les comptes spéciaux, toutes les institutions républicaines, présidence, assemblée, HAC et autres, ont des comptes spéciaux. C'est pour effectuer des dépenses pareilles que vous n'avez pas prévues avant. Comme ça, vous restez dans l'esprit de la loi. Mais le faire ainsi, moi, inspecteur d'État, je viens, j'épingle M. Silla, je lui dis... Est-ce que vous saviez... On va revenir sur la loi. On va revenir sur la loi d'administration. Non, mais c'est un débat sans fin. La loi de finances... Il faut avoir tous les détails. Il faut avoir tous les détails. Parce que vous dites que ça doit être autorisé. Est-ce que les comptes... Parce qu'il faut avoir une ligne aussi pour la communication. Oui. Est-ce que le directeur n'a pas le pouvoir d'imaginer ou sinon de structurer une communication ou de financer, ou est-ce que cela n'a pas été autorisé par le conseil d'administration? Est-ce que toutes les informations, tous ces détails-là sont réunis pour votre appréciation? Le conseil, selon la loi, se réunit 2 fois par an. Une fois, c'est pour voir les comptes. L'autre fois, c'est pour approuver un budget. Est-ce que si initialement, si tant est que le conseil d'administration s'est réuni et a autorisé pour la ligne communication un tel montant, alors d'abord, moi, fiscaliste ou inspecteur, je viens, je me dis, bon, c'est une façon de cacher l'argent et d'échapper à l'impôt. Voilà. Donc, deuxième, pour revenir à votre question maintenant. Alors, qu'est-ce qui fait l'économie? Voilà. La loi de finances rectificative. Alors, pour revenir, la loi de finances rectificative, il faut dire que cela est prévu par la loi. Ce sont les 2 lois qui sont autorisées par la LORF. La loi de finances initiale et la loi de finances rectificative. Quand les indicateurs macroéconomiques bougent, alors l'État se doit de revoir sa prévision. Comme tout chef d'entreprise, vous avez un tableau de bord devant vous. La loi de finances, c'est en quelque sorte le tableau de bord de l'État. Il prévoit les grands agrégats, ce qu'il gagne en recettes, ce qu'il va dépenser, le solde, comment il compte financer ce solde. Alors il y a une baisse d'activité quand même. J'avais dit dans ce studio en début d'année que le gouvernement a été trop optimiste dans ses prévisions. C'est vrai. Projeter un taux de croissance à 5, 7, 6, c'est irréalisable. Notre croissance est tirée par notre vente de bauxite à la Chine.
il s'est avéré que dans les perspectives des économies mondiales, la Chine connaissait la Chine ralentissait. L'économie chinoise connaissait une petite récession. Donc, la demande de bauxite allait chuter. Deuxième chose, ce qui a attiré en 2020, par exemple, et qui nous a sauvés de Covid, les frontières étaient fermées, tout l'or qui est produit en Haute-Guinée est dirigé avec une seule sortie. Cela a amené aussi une forte augmentation des exportations de l'or. Là également, avec l'ouverture des frontières, d'aucuns passent par le Mali. Ce n'est plus la même quantité d'or qui est exportée par Conakry ici. Et de l'autre, ça c'est le secteur minier. Quand vous sortez du secteur minier, le secteur non minier est en récession. Parce que Covid est là, il y a eu ce coup d'État, il y a eu les gels, il y a récemment, et la production agricole n'a repris que très peu, timidement. Donc, l'ensemble de tout cela explique. Et les commerçants qui sont demandeurs de devises, les importateurs, sont dans l'attente actuellement. Ils ne sont plus vigoureux dans les activités comme avant. Donc tout cela, ils demandent moins de devises. Ça occasionne, c'est l'un des facteurs explicatifs de la baisse des devises. Et de l'autre côté, quand ils ne font pas ça, c'est eux qui importent. En important, c'est eux qui payent les impôts au cordon douanier. S'ils n'importent plus, les recettes en douane baissent. La fiscalité de porte est supportée par les opérateurs économiques qui importent dans le pays. Mais s'il y a moins de débouchés, ils ne sont plus à même d'importer autant de quantités de marchandises pour les liquider, bien entendu, ils importent moins et ça fait moins de recettes pour les États. Et conséquemment, parce que le budget, selon l'esprit de la loi, doit se faire de façon très équilibrée. Ça aura une répercussion sur... Quand tu gagnes moins, tu dépenses moins. Les budgets d'investissement, par exemple, investissement, c'est quand tu as déjà à manger. Le fonctionnement, après tu vas te dire, je vais mettre quelque chose dans la pierre. Donc l'investissement, est bien entendu, doit être revu à la baisse parce que vous ne pouvez pas baisser les salaires, vous ne pouvez pas baisser le fonctionnement de l'État. Vous n'évoquez pas la crise russo-ukrainienne dans tout ce débat. Ça veut dire que l'économie guinéenne n'est pas affectée par... Et pourtant, cela a été invoqué, cette raison a été invoquée. Si. En fait, justement, la crise, le contexte économique mondial occasionne bien de choses. Nous importons entre 60 et 66% de notre consommation. Donc, tout ce qui nous arrive, nous l'importons. Si de l'extérieur, les prix augmentent, ça nous affecte à l'intérieur. Et évidemment, c'est cela en partie qui explique aussi cette baisse de devises qui n'est pas conjuguée à une baisse des prix sur le marché. Parce que le taux de change est un élément du prix. Ce n'est pas le prix seulement. Je prends un simple exemple. Prenez un conteneur de riz à Bangladesh. Si le taux est à 10 000, vous avez $1,000 et quand ça baisse, vous avez gagné en change. Mais le conteneur, l'emballage dans lequel vous mettez le riz, le transport maritime de Bangladesh pour Conakry a augmenté. Donc ces facteurs-là renchérissent le prix plus que le gain de change que tu as obtenu. Conséquence, la marchandise arrive toujours au port de Conakry plus cher encore. Alors, vous dites que l'activité a baissé, et vous l'avez démontré par des explications que vous avez données tout à l'heure, et cela ne se traduit pas par la mobilisation des recettes intérieures, par la fiscalité intérieure, les impôts. Et parce que dans cette loi des finances rectificatives, les recettes des impôts ont été revues légèrement à la hausse. Comment peut-on expliquer cela ? Nous sommes une économie qui est à la recherche. On a un taux de pression fiscale de 13 points. L'idéal, c'est d'aller vers 18 points. C'est à la richesse créée dans le pays est de 16 milliards de dollars. Si vous rapportez ce que les impôts nous donnent sur ce montant, vous avez à peu près 13. Donc il y a une marge de manœuvre. Si on élargit l'assiette, on touche les secteurs qui ne payent pas les impôts. Vous voulez nous dire que c'est l'assiette qui a été élargie. Et on revient sur certaines exonérations. Parce que des sociétés minières et autres, vous avez vu l'actualité minière. C'est d'aller vers ceux
avec lesquels il y avait des avantages, des exonérations accordées, leur dire ce n'est plus valable. Vous devez payer maintenant au même titre que les autres. Ça ferait un plus pour les caisses de l'État. Donc ça peut expliquer l'évolution de la fiscalité intérieure. Et bien entendu, cela aussi se conjugue quand le dynamisme des échanges ici à l'intérieur, le secteur minier surtout qui tire, et ce secteur minier quand même reste peu affecté. Le ralentissement de l'activité tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, est-ce que si il était ainsi, le ralentissement de l'activité, cela n'aurait dû pas jouer sur la fiscalité intérieure? Et parce que cette fiscalité, c'est sur l'activité. Oui. Voilà. En fait, quand vous prenez l'activité, prenez pour un tiers les mines. Les mines ne connaissent pas la crise. C'est les autres secteurs qui connaissent la crise. L'agriculture notamment. Quand le coût de l'engrais monte, voilà, l'agriculteur reçoit ses intrants plus chers. Donc lui, il a un coût, un surcoût qu'il supporte. Lui, il peut, s'il n'a pas cet argent, il peut ne pas faire cette agriculture. Donc l'activité il peut ne pas fonctionner. Voilà. Mais l'essentiel de nos revenus étant des mines, donc ce secteur continue à porter notre économie. Et bien entendu, c'est en ce moment que le gouvernement entame des négociations avec eux pour revoir les niches dans lesquelles on peut encore tirer un peu de recettes intérieures. Alors, vous parlez des mines, peut-être ma dernière question. Oui, allez-y, la dernière question. Voilà, vous parlez des mines. C'est vrai que c'est le domaine où l'État puise davantage ses recettes. Et on a vu ces derniers temps une incertitude due au climat un peu incertain. Est-ce que l'horizon ne peut pas, les perspectives sont bonnes et ne peut pas impacter les recettes, bien évidemment, notamment SMB, la relance du projet de Trans, et puis il y a des projets en cours qui sont suspendus avec la société qui est sur le Monimba, et donc entre autres, oui, justement. Mais qui ferme. Ouais, qui ferme. Voilà. Ouais, qui ferme là. L'activité qui doit fermer, qui n'a pas fermé encore, voilà, qui doit fermer. Qui a notifié des voilà, si le techniques. ministre reste encore rigide, s'il reste claquemuré dans ses considérations surannées, dans les pratiques surannées, dans le management suranné, je pense que ça peut non, l'activité minière quand même, le secteur minier après un an d'exercice quand même mérite d'être reboosté. La confiance des investisseurs est en berne dans le secteur minier. La Guinée a connu une bonne trajectoire dans le secteur minier, ce qui fait que beaucoup de sociétés sont venues. Mais depuis un an, vous savez, c'est un domaine où il y a beaucoup de complications. Complications dues, la Guinée veut gagner plus comme tous les pays riches en ressources naturelles, mais il faut y mettre la forme. Et le gouvernement jusque-là s'y est pris un peu avec des coups de poing. Permettez-moi l'expression. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. Ça se négocie. Si vous voulez lutter contre l'évasion fiscale, contre les flux les flux financiers illicites, cela se négocie avec ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis un an? Sur la bauxite, par exemple, le fait d'imposer aux sociétés minières de faire une raffinerie, qui est une option dans leur convention, ce n'est pas une obligation. Deuxièmement, c'est le prix de référence de la bauxite. Le prix de référence, la fiscalité promet ce qu'on appelle le prix de pleine concurrence. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la bauxite étant un secteur très intégré verticalement, quelqu'un la fille ne vende la bauxite à sa mère à un prix en deçà du prix du marché. Donc c'est en cela que le prix de référence de la bauxite est important. Donc, mais comme on l'a dit, CIEM, à qui appartient cette formule, avait protesté quand la Guinée l'a publié ici dans son arrêté conjoint. CIEM, c'est un cabinet australien à qui appartient cette formule qui est utilisée par CBAX à Shanghai. Donc ça aussi, ça a été un deuxième revers. Le transguinéen
c'était sur votre plateau ici également, on a dit, lorsque vous voulez faire ce mariage forcé entre deux entreprises de cultures différentes, là aussi ça pose problème. Du coup, un ensemble de tout cela fait qu'il y a eu quelques petits problèmes, mais d'autres endroits, il y a eu des progrès. Par exemple, le fait de pouvoir contrôler la quantité de minerais exportés par le tracking, parce qu'aujourd'hui, par satellite, on peut savoir quels sont les navires qui accostent dans les côtes guinéennes, comment ils sont chargés et dans quel port ils déchargent. Ça, c'est très important parce que par cela, on peut améliorer la statistique d'exportation des produits miniers. Ça, c'est important. Deuxième chose aussi, c'est que le Premier ministre ayant eu vent de l'environnement dans le secteur minier et invité les acteurs des mines pour les rassurer, pour leur dire, écoutez, la Guinée va respecter tous ses engagements. Donc, et si tel est le cas, Winning, Rio et autres qui ont des convois dûment ratifiés par nos assemblées nationales ne seront pas dérangés dans leurs concessions. Et la dernière en date, par exemple, c'est le port de Conakry. L'irruption des militaires dans des sociétés privées ne rassure pas d'autres investisseurs. Vous savez, dans un pays, ce qui peut rassurer l'investisseur, c'est son collègue du secteur privé. C'est-à-dire, Alport peut convaincre quelqu'un d'autre, par exemple, qui voudrait avoir une concession à Kamsar, où il y a également un port, ou bien à Benti. Voilà. Mais l'État, quand l'État s'y mixe comme ça, sans décision de justice, ça, par contre, ça freine beaucoup de choses. Dans les dernières années, la Guinée a fait beaucoup d'efforts en organisant les GIF, Guinea Investment Forum, par l'APIP, par 2 fois. Oui. C'est une façon de faire voir la Guinée à l'extérieur, où quand même on paraît, disons, infréquentable, malgré toutes nos richesses-là. Et nous n'avons pas les moyens de les mettre en œuvre. Donc c'est en rassurant ces acteurs-là, en les invitant à venir vers nous. L'image de la Guinée côté économique. Dans notre pays. Oui. Alors, en plus... Une dernière question. Bien, en plus du taux d'inflation, on est dans une crise, ça c'est connu de tous. Le problème d'investissement ou en tout cas d'accompagnement se pose. On va vers, entre griffes, s'il y a par exemple des sanctions économiques sur la Guinée. Est-ce qu'il existe une alternative pouvant permettre à l'État justement de tenir, ne serait-ce que pour 24 mois? Les sanctions sont toujours à éviter parce que, croyez-moi, les économies aujourd'hui sont très intégrées les unes aux autres, à beaucoup de facteurs. Ceux qui sont en Guinée, les capitaux nous viennent de l'étranger, le savoir-faire, la technologie. Nous avons notre monnaie propre. Ceux qui sont souverainistes diront, on s'en fout, mais non, écoutez, nous ne pouvons pas, ce que nous consommons, comme je dis, pour 2/3 viennent de l'étranger. Pour ce faire, il faut changer notre monnaie en dollars. Il faut que quelqu'un ait confiance en notre monnaie pour le prendre et nous donner du dollar en échange. Ou alors, c'est notre or qu'on mettrait sur la balance. Donc, à tout point de vue, la Guinée doit pouvoir éviter les sanctions. Les sanctions sont dommageables. Est-ce qu'on peut tenir en autarcie? Non plus. On a un port quand même. Mais la géopolitique mondiale aujourd'hui qui se dessine, notre principal client qui prend notre bauxite, c'est la Chine. Je ne vous apprends rien, mais sur Simandou, c'est les intérêts chinois qui sont menacés. C'est les intérêts chinois qui sont menacés. Donc ça, il faut prendre... il faut traiter cette question avec et d'ailleurs, il s'associe avec c'est pratiquement en Australie pour l'exploitation de... Merci à vous, monsieur Kamara Mohamed, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Lamine Monument Sissé, Boubacar Sansobari, Sekou Keita, Mansouma et Habib Marouane Kamara. Ndoye Cheikh Sadibou était là. On se reprend demain, toute l'équipe. Au plaisir de vous retrouver. Si Dieu, le propriétaire des jeux à venir, le veut bien. Au revoir.